Nous rentrions, moi et tous ceux qui m'accompagnaient, dans la semaine de congé de ce début du mois de mars 1994. C'était un printemps précoce, de belles journées se présentaient, et le fait de marcher devait sûrement être plus agréable, mais ce fut à la fois une fatigue immense, un ras-le-bol dépressif qui freina mes envies et mes besoins d'évasion. J'étais au bout du rouleau. Mon espoir se désagrégeait dans mon esprit. Je me sentis seul ce jour-là, encore plus qu'à l'accoutumée. Assis sur mon lit, dans ma chambre, avec les deux présences ou fantômes à ma droite et à ma gauche, mais qui semblaient néanmoins partager ce sentiment. Comme si elles m'accompagnaient et comprenaient ma souffrance. Je touchais littéralement le fond. L'atmosphère autour de moi était toujours menaçante, de haine. Cette manne qui avait traversé l'hiver à mes côtés semblait me barrer la route du renouveau. Elle prenait irrémédiablement maintenant le dessus sur toute ma personne. Cet après-midi-là, je m'abandonnais à mon lit. Je fermais les yeux profondément tout en essayant de garder mon calme. Alors que je sentis que le désespoir entamait son apogée, un fait particulier se manifesta. Il allait bien sûr rompre la monotonie du sortilège. J'entendis à la droite du lit, émanant du sol, un appel inquiétant et surnaturel. Comme s'il y avait une personne au pied du lit, mais une petite personne, peut-être minuscule avec une petite voix qui, néanmoins, criait presque de toutes ses forces, et cela était assez audible pour que je l'aperçoive de mes propres oreilles. « Au secours! J'ai mal! S'il vous plaît, aidez-moi !» Aussi déconcerté que surpris par ce qu'il était en train de se passer, tout en me demandant si je ne rêvais pas, je me laissai interpeller. Je me soulevai du lit pour me pencher sur la droite, comme pour essayer d'apercevoir le géniteur de cette phrase. Je ne vis rien du tout, personne. Mais ce son pénétrait bien au travers de mon oreille droite. La voix continua à appeler au secours. « À l'aide! Venez me sauver! Pitié !» Je regardais encore sur la droite et autour de moi. Ces informations semblaient provenir de l'étage inférieur, mais j'attribuais plutôt cela à un message télépathique. Je m'aperçus que ce son arrivait bien par mon oreille droite, mais en fait, il résonnait plus parfaitement dans mon esprit. C'était un appel très clair, très net, très distinct. Cela fonctionnait comme une petite radio accolée à mon oreille droite. Il était assez surprenant et choquant d'entendre ces appels au secours continuer d'être gémis. Ce fut un instant à se prendre la tête entre les mains pour se demander si on vient subitement de perdre la raison. Non mais qu'est-ce que c'est ? Que m'arrive-t-il ? De la peur, du désarroi, avec aussi une émotion intense, la stupéfaction complète à l'écoute de ces appels au secours, qui continuaient à être lancés sur ma droite. Mais je dois dire aussi que cela fit basculer mon état d'esprit, de celui du désespoir, vers l'envie d'apporter de l'aide. J'avais l'impression que quelqu'un souffrait réellement près de moi, et qu'il fallait absolument faire quelque chose pour l'auteur de ces cris de désespoir. Alors que je me retournais vers le bas du lit, pour me rapprocher du point d'émission, je me laissais tenter à poser une question. Ceci pour essayer de savoir exactement qu'est-ce que tout cela voulait dire, et puis après tout, peut-être un drame était-il réellement en train de se dérouler. En fait, je posais cette question avec plus la crainte d'entendre les réponses. Imaginez déjà comme la stupeur était grande, comme celle-ci allait atteindre son paroxysme si cette voix, d'un être venu du néant, je pouvais en être entendu, et donc avoir une réponse. De toute façon, dans l'état où je me trouvais, je ne voyais pas ce qu'il pouvait m'arriver de pire. Je posais donc la question dans ma tête, à un endroit bien précis, tout proche en fait d'où semblait intercepter mon esprit le flux de ces émissions. Mais tout cela, j'insistais, sans une grande conviction. « Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu » La voix continuait à râler. « J'ai mal, aidez-moi »
J'étais déconcerté, j'avais l'impression qu'elle me répondait. Je poursuivis. Mais qui es-tu? Que se passe-t-il? Dis-le-moi. Peut-être pourrais-je faire quelque chose pour toi? Peut-être vais-je pouvoir t'aider? On me torture. J'ai mal. Aidez-moi. Ces quelques mots signifièrent une réponse pour moi. Enfin, je l'eus supposé à cet instant, car la voix semblait attendre la fin de mes questions pour se remettre à émettre ces appels de détresse. Vous imaginez donc ma stupeur à ce moment? J'étais là, moi, tout seul, dans ma chambre, à parler plus ou moins télépathiquement à une personne invisible qui demandait de l'aide. Non, mais il y avait de quoi arrêter le temps, convoquer la presse pour décrire ce phénomène extraordinaire, pour ne pas dire surnaturel. Il y avait de quoi en parler à tout le monde. Pourtant, j'avais entendu plusieurs voix avant d'écouter celle-ci, mais ce message était tellement clair, tellement compréhensible, tellement net, car aucun mot ne m'échappait. Et de plus, son interlocuteur me répondait comme dans une banale locution. Et il m'était donc d'une grande facilité à entendre et à répondre, et c'est cette clarté qui faisait tout le plus étonnant de la chose. Néanmoins, le fait qui me fit rester concentré et attentif à ce qui était en train de se passer était que la voix relatait une émotion réelle et émouvante en rapport à sa plainte. Je ressentais la souffrance, l'effroi et la détresse, comme si je ne me trouvais qu'à quelques centimètres de cette personne. À partir de ce moment-là, je devenais indifférent au reste, aux mots qui me hantaient. Rien ne comptait plus maintenant que d'essayer de découvrir ce mystère et, si possible, porter secours à cette victime. Je me posais la question, mais par quelle magie arrivais-je à entendre ces appels? Par quel moyen? Quel stratagème? Quel sort? Ou par quelle folie? Mais peu importe, le temps comptait. Il me fallait absolument découvrir ce qui se tramait, car ces appels de détresse m'affolaient. Encore une fois, je veux dire par là qu'ils semblaient vraiment réels. À chacun de ces gémissements, des émotions m'envahissaient, comme si je tenais un vulgaire téléphone avec une personne pleurant de douleur et de désespoir à l'autre bout de la ligne. Mais hélas, dirais-je, un téléphone invisible. Aussi bouleversant que cela était, il me fallait poursuivre mon questionnaire. Je ne pouvais pas rester inactif, ne rien faire. Si une telle chose se passait, c'était qu'une puissance, mystérieuse d'accord, avait jugé que j'étais la personne qu'il fallait pour aider cet être martyrisé, terrorisé, et que cette puissance exerçait une magie uniquement dans le but d'un ultime sauvetage. Je me sentis l'élu. Le lien entre le drame et l'éventuel secours, et tant pis pour la stupeur, tant pis pour le gigantesque de la chose, il me fallait porter secours. Il me fallait plus de renseignements. Je continuais donc à lancer des appels avec ma pensée. Qui es-tu? Dis-le-moi. Je veux venir te chercher, je veux t'aider. Je suis prisonnière, il me frappe. Je vais mourir. Prisonnière? C'est donc une fille qui souffrait? Mais qui étaient ces îles? Mais qui te fait du mal? Qui te torture? Deux hommes me font des sévices et me torturent. Ils m'ont violé. Le mur! Visiblement, il se passait quelque chose de terrible. J'étais autant déconcerté que abasourdi, peiné, attristé par ce que j'entendais. Et je ne sais pas s'il y a un adjectif pour exprimer le vide et l'impuissance de ma personne devant quelqu'un qui semble être en enfer de l'autre côté de cette barrière mystérieuse. Mais je ne me démotivais pas. Il fallait que je tente le tout pour essayer de sauver cette fille. J'entamais donc une curieuse discussion télépathique avec elle. Je suis pratiquement sûr qu'elle recevait des émissions de ma voix, comme moi je recevais les siennes. Après m'être entretenu quelques instants avec elle, je la devinais attachée sur un lit, et ce, d'après ce qu'elle me décrivait. Elle était âgée d'un peu plus d'une vingtaine d'années.
Elle était de race européenne. 2 hommes l'avaient enlevée, séquestrée, puis ces 2 hommes, dont je n'eus aucune description particulière, l'ont violée à tour de rôle, et cela à plusieurs reprises. Je crus comprendre qu'elle était prisonnière dans un appartement insalubre, relativement étroit. Celui-ci semblait se situer au-dessus d'un bar, dont les propriétaires de celui-ci pouvaient être complices des agresseurs. J'avais l'impression qu'elle ne voulait pas me parler des détails. Je veux dire, elle ne m'expliquait pas grand-chose sur les circonstances de son enlèvement, ni l'aspect des 2 personnages, leur signalement. Je n'arrivais pas à entendre le nom de la jeune fille, comme si tout ce qu'elle désirait que je sache, c'était la souffrance qu'elle endurait et le désir de s'évader de cet enfer. Je ne l'entendais qu'à travers ses cris, sa douleur, son mal, et cela était insupportable. Je m'imaginais ce qu'elle me décrivait, c'est-à-dire que je provoquais des visions dans mon esprit qui auraient pu relater le descriptif de ce qu'elle me donnait. Mais ce n'était qu'une appréciation, et je crois que cela ne servirait à rien de vous décrire les endroits que je m'imaginais, car ils ne reflèteraient en rien la pure réalité. Donc, peut-être que l'appartement n'était pas réellement au-dessus d'un bar, mais c'est ce que je ressentais. Peut-être que l'appartement n'était pas insalubre et étroit, mais encore une fois, c'est comme cela que je l'imaginais. Mais où se trouve ce bar ? Je t'écoute, parle, fais-moi confiance. Je crie avec toute ma pensée, toute ma volonté de savoir. Au Vieux-Port, la rue Mazas, ils arrivent. Ah, le mur ! Mais quoi, le mur ? Réponds-moi. Où t'enferment-ils ? Ils sont là, ils me torturent. Le mur, le mur ! À ce moment-là, un silence venu interrompre notre conversation. Je la devinais en train de souffrir en présence de ces 2 bourreaux. Visiblement, ils avaient recommencé leur sévice sur elle, et je crois même qu'ils l'ont frappée. Elle souffrait, elle était désespérée. Je la ressentais faible, agonisante dans un râle de douleur, mêlé de pleurs. Mais je ressentis l'espoir qu'elle avait mis en moi, alors qu'elle semblait détachée, fatiguée, éreintée par la souffrance. Elle comptait peut-être sûrement sur moi maintenant, à mon assistance morale ou à une éventuelle intervention de ma part pour l'aider, pour la sortir de ce guêpier ou tout simplement pour la sauver. L'après-midi passa. Je restais marqué et abasourdi par ce qu'il était en train d'arriver. Par ce que j'avais entendu, je restais sur le qui-vive toute la journée à attendre des événements nouveaux. Qu'elle fut longue cette journée. Je crois qu'elle a dû rester inconsciente toute l'après-midi, exténuée par les souffrances. Elle avait dû s'assoupir quelques heures. Le soir, dans ma chambre, je me remis à l'écoute, et comble de l'étonnement, elle était toujours là. Je poussai un soupir de soulagement. Toute la journée, j'avais imaginé le pire à son propos. Mais sa voix se fit donc de nouveau entendre, et à la tombée de la nuit. Ils m'ont fait mal encore, je n'en peux plus. S'il vous plaît, venez m'aider. J'étais déconcerté à nouveau en entendant ces appels. Le fait de se sentir impuissant, le fait d'être dans une impasse alors que l'on sait que quelqu'un souffre quelque part et que l'on ne peut rien y faire. Mais il me fallait continuer malgré l'émotion que j'éprouvais. C'est moi. Où es-tu ? Veux-tu que je prévienne quelqu'un ? Michel, préviens Michel. Je souffre. Le mur. Ils font le mur. Une énigme de plus. Qui était ce Michel ? Son frère ? Son ami ? Puis, des images vagues apparurent dans mon esprit. Je vis un homme dans une vision. Cela devait être le fameux Michel. Il errait tout seul dans les rues aux alentours de la Joliette, un quartier non loin du Vieux-Port à Marseille. Il semblait esselé, triste, et semblait chercher quelque chose ou quelqu'un le long d'une usine, un entrepôt ou je ne sais quoi.
Je suppose qu'il devait chercher cette victime, cette jeune femme torturée, agonisante. Je n'arrivais pas dans ce flash à distinguer le visage de cet homme. Je n'arrivais pas d'ailleurs à définir le visage de qui que ce soit. Ma vision prit fin instinctivement alors que mon attention se détourna de nouveau vers la victime. Je me mis à imaginer la jeune femme avec le visage de Karine, la première personne côtoyée quelques mois auparavant. Peut-être parce que celle-ci était domiciliée près du Vieux-Port, dans un appartement de la rue Saint-Saëns. Sans doute aussi parce que Karine avait le même âge que la jeune femme séquestrée. Et puis, m'imaginer Karine plus qu'une autre ne me demanda aucun effort. J'exprimais tout de même une crainte en rapport à ma suggestion. Peut-être avais-je vu juste ? Je n'en savais trop rien. Et pourquoi ne serait-ce pas quelqu'un que je connais ? Ou que j'avais croisé dans une période antérieure à ma vie ? N'y avait-il pas un rapport commun ? Et pourquoi moi ? Qui était-elle vraiment ? Autant de mystères et de stupéfaction. Mais je ne m'attardais pas sur ce problème, sur le pourquoi-comment. Parce que lorsque l'on est de toute façon à l'écoute d'une personne agonisante, souffrante, peu importe si on la connaît ou pas, peu importe sa race, son âge, sa classe ou son niveau social, tout ce qui importe, c'est d'aider, de soulager cette personne, c'est d'essayer de la sauver. Et puis dans ses plaintes, la jeune femme me parlait souvent du mur. Qu'essayait-elle de me faire comprendre en me parlant du mur ? Que pouvait-elle me décrire ? Peut-être était-elle adossée au mur de l'appartement ? Peut-être était-elle attachée, disposée dans un coin de la pièce, contre un mur ? Peut-être était-elle tournée le visage face au mur ? Mais je n'en savais fichtrement rien. Ou peut-être voulait-elle évoquer la dureté morale des bourreaux. Peut-être qu'elle voulait me faire comprendre que le mur était en fait l'indifférence des deux hommes devant sa pitié, sa douleur. Non mais que veut-elle dire ? Je ne me souviens plus exactement du temps qui s'écoula entre le moment où je décidai à plus en savoir sur ce mur et au moment où ce mystère s'éclaircit. Peut-être un jour, peut-être deux, mais dans une sorte de dépression, un tunnel, un brouillard psychologique. Avais-je perdu la raison ? Mais cette voix, je l'entendais bien dans ma tête. Elle me répondait même quand le géniteur sortait quelques secondes de son agonie. Je n'étais pas fou, j'en étais persuadé. Bien entendu, tout cela me faisait horriblement souffrir car pour moi, cet état d'être était inconnu. Et je ne savais pas si je devais en parler autour de moi, s'il fallait que je prévienne mes parents, que je voie un médecin. Je paniquais littéralement en fait. Malgré ce désordre dans ma tête, je me concentrais à nouveau sur ce que j'entendais. Je restais de longues heures dans ma chambre à essayer de décrypter ce que mon esprit voulait bien entendre. Et puis, dans une nouvelle vision, je vis des briques, des parpaings, du ciment, une truelle. Mais qu'est-ce que cela vient faire avec le drame qui se déroule ? C'était à n'y rien comprendre. J'essayais de voir, de comprendre, de réfléchir sur la manière dont les choses m'étaient dites, m'étaient décrites. Je ne sais pas comment je faisais, mais j'écoutais avec mon esprit. Je distinguais avec celui-ci peu à peu les détails de ce qu'elle arrivait tant bien que mal à me décrire par la pensée. Je compris alors qu'elle me décrivait un travail de maçonnerie, qui se faisait dans l'endroit même où elle était séquestrée. Les deux individus sournois, qui la torturaient, étaient en train de bâtir un mur. Un mur en parpaing, je crois bien. Un mur ? Mais qu'est-ce que c'est encore que ce stratagème ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Dans ma tête, je ressentis comme un soulagement au fait d'avoir compris ce qui était en train de m'expliquer, comme si le fait de comprendre avait allumé une lumière en mon esprit, comme un sentiment de satisfaction. Mais ce soupir spirituel s'ébranla lorsque je compris toute autre chose. Tout à coup, je réalisais dans la frayeur l'horreur et la monstruosité qui se jouaient autour de cette pauvre victime. J'étais consterné. J'avais compris que ces deux bourreaux avaient l'intention de l'emmurer vivante derrière ce pan de briques. Je n'arrivais pas à en croire mes oreilles, mon esprit.
Il y avait dans cet appartement sombre et austère un étage, les murs quelque peu noircis, un petit renfoncement, comme un débarras sans porte, de pas plus de 6 mètres carrés. Je devinais le mur se montant petit à petit, en plusieurs étapes, comme s'il attendait que la base du mur soit sèche et solide pour continuer la construction. La veille, 2 rangées de briques, le lendemain, 2 autres. J'étais là, la tête entre les mains, en me disant « C'est pas possible, ce n'est pas possible !» Mais où ce voyage dans l'horreur allait-il s'arrêter ? Pourquoi dois-je subir cela ? Traumatisé, écœuré. Il me fallait prendre du courage, de la détermination. Et si je n'étais que l'unique personne à l'entendre ? Et si je n'étais que le seul être à pouvoir la sauver ? Et si le traumatisme de ces derniers mois m'avait ouvert une porte mystérieuse, inopinément providentielle, sur une dimension parallèle qui mettrait côte à côte le fil du temps de ces 2 endroits éloignés ? Le cas de cette jeune femme me sembla si désespéré qu'une force naquit du fin fond de moi-même. Non, je ne l'abandonnerai pas. Non, je ne baisserai pas les bras. Il me fallait tout faire, tout tenter pour essayer de la sortir de cet enfer. Mon désir de porter secours se décupla, ce qui me fit continuer mon écoute tout en gardant espoir de trouver un indice qui me guiderait vers elle, en lui demandant toujours en insistant pour savoir exactement dans quel endroit du vieux port elle pouvait se trouver. « Peux-tu me donner des renseignements sur l'endroit où tu te trouves ? Y a-t-il quelque chose de particulier, un détail qui pourrait m'aiguiller ? Connais-tu le nom de la rue où l'on te séquestre ? » « Michel ?» s'exclama-t-elle, comme si celui-ci était en train de lui parler, comme si celui-ci l'avait retrouvé. Mais je me rendis vite compte qu'elle fit une méprise entre le fait que je parlais et le fait qu'elle crut que cela était Michel. Elle répéta plusieurs fois « Michel ?» Je crois qu'elle était convaincue maintenant que mon prénom était Michel. Cela ne me dérangea pas car je sentis son espoir se relever un peu en croyant que ce Michel essayé était peut-être en train de la chercher, voire en train de la trouver. Il y avait sûrement un lien de parenté fort entre eux deux, une amitié forte sans aucun doute, mais je voulais qu'elle comprenne bien qui j'étais. « Mais non, je ne suis pas Michel. Pourquoi me prénommes-tu ainsi ? Je ne suis pas Michel. » Mais j'eus l'impression qu'à ce moment, elle ne m'entendait pas ou peut-être refusait-elle la vérité. Elle continua donc à s'exclamer presque avec bonheur sur le fait qu'elle était en train de converser télépathiquement avec Michel. « Michel, c'est toi ? Oh, Michel, tu es là. » Elle me sembla en plein délire, comme si elle se détachait de la vérité, comme si la dépression lui faisait perdre la raison. Je ne voulus pas la contrarier plus longtemps. « Oui, je suis là, c'est moi, Michel. Je vais venir te chercher, mais dis-moi d'abord où tu te trouves. » Enfin, après plusieurs heures de tentatives, après je ne sais plus combien de temps, elle finit par me répondre, par me donner enfin le nom de la rue. Il y eut beaucoup d'hésitation de sa part, ou peut-être était-ce moi qui avais du mal à comprendre ce qu'elle me disait. « Je suis dans la rue Mazagran. » Enfin, aussi incroyable que cela puisse être, elle m'avait donné le nom d'une rue. Je veux dire, elle sembla prononcer le nom d'une rue que je n'avais jamais entendue auparavant. Je ne savais même pas si cette rue existait réellement. Je sautai sur un plan de Marseille immédiatement. Je découvris cette rue non loin du Vieux-Port, adjacente à la fameuse Canebière et pratiquement parallèle à celle-ci. Elle se situe pratiquement à l'intersection du boulevard Garibaldi et de la Canebière. Je trouvais incroyable encore une fois le fait d'entendre dans sa tête le nom d'une rue que l'on ne connaît pas mais qui existe réellement. Je lui promis ce soir-là d'y aller dès que possible le lendemain. Sur ce, je lui conseillai de dormir
et d'essayer de se reposer. La nuit passa, et mon contact télépathique était toujours là au matin, dans ma tête. Mon congé était fini, et elle m'accompagna dans mon travail, où je fis la part entre les gens qui passaient et n'avaient aucun souci, vivaient tout simplement, et elle, qui était aux limites du désespoir et de la mort. Ce contraste était insupportable. À savoir que personne excepté moi n'avait conscience du drame qui se déroulait. Quelques camarades me croisèrent et me saluèrent cordialement. « Salut, ça va ?» Je répondais positivement et hypocritement, mais s'ils avaient réellement su ce qu'il se passait dans ma tête à ce moment. Cette matinée-là fut pénible, à essayer de s'accoutumer au sourire des clients et d'un autre côté, à entendre des gémissements et les râles d'agonie de la victime. Comme si je possédais deux vues en fait, comme si chaque œil avait une perception différente. D'un œil, je voyais la lumière du soleil, les gens qui vivaient tout simplement librement, la vie, la nature, le train-train quotidien de chaque personne, allant travailler ou allant faire leurs courses. Et avec l'autre œil, ma vue était plongée sur une scène où l'enfer dominait. Une personne torturée, séquestrée, tout cela dans un appartement insalubre, sombre, sinistre par la mort qu'il promettait de faire à cette jeune femme, qui se lamentait dans de terribles souffrances. Elle était seule, incapable de se libérer, introuvable peut-être pour sa famille, pour ses proches. Elle était faible, malade sûrement et dans un état lamentable. Je crois qu'elle n'avait même plus la force de lutter pour essayer de s'en sortir. Et il n'y avait qu'une personne qui savait où elle se trouvait à peu près, une personne qui savait tout. Je pourrais presque dire au même moment, à chaque seconde, il était informé des détails de ce drame. Et cette personne, c'était moi. Allais-je rester sans rien faire ? Non. Tout semblait me démontrer qu'il ne fallait pas baisser les bras, et surtout dans de pareilles circonstances, je ne pouvais en aucun cas rester inactif, indifférent à ce drame. Et tout m'obligeait à avoir une attitude de sauveur. Il me fallait porter secours. Il me fallait agir. En fait, je crois que entendre une personne qui souffre et qui a besoin d'aide est l'événement qui me faisait partir au quart de tour durant cette période-là. En rapport à toutes les souffrances que j'avais accumulées, en rapport à toutes les détresses que moi j'éprouvais par rapport à ma dépression, qui en fait n'en était peut-être pas une, je voulais sans doute apporter de l'aide comme j'aurais voulu que l'on m'aide à moi. En fait, je me mettais à sa place, comme on se met à la place des autres, pour comprendre et pourquoi je comprenais le sérieux de la souffrance d'autrui. Aussitôt ma journée terminée, de retour à la maison, j'avais pris mon repas très rapidement. J'avais gardé une attitude discrète. Je n'avais d'ailleurs prononcé aucun mot en déjeunant ce midi avec mes parents sur ces faits, ni en aucune circonstance d'ailleurs. Et c'est dans le silence total que je quittais précipitamment mes parents pour me diriger vers le centre-ville. Je pris ma voiture direction le Vieux-Port. Sans hésiter et avec détermination, je m'engageai sur la Canebière pour atteindre le dernier carrefour avant la rue Mazagran. Je savais très bien où elle se situait. Je l'avais repérée auparavant sur une carte. Je roulais tout en rassurant la pauvre victime de mon arrivée. Enfin, je m'engageai dans la ruelle. Je roulais doucement, mais sans s'en éveil, les oreilles de mon esprit grandes ouvertes, comme si j'étais à l'affût de signes ou de messages particuliers venant de la jeune femme agonisante. Je regardais cette rue comme si je regardais un ennemi essayant de découvrir la ruse ou la faille qui me permettrait de confondre cet ennemi. Après une centaine de mètres sur la gauche, que ne fut pas ma surprise lorsque j'y ai vu le bar. Elle n'était pas bien longue cette ruelle, et à vue d'œil que je m'aperçus que celui-ci était l'unique bar de la rue Mazagran,
Je m'avançais donc lentement vers cette unique bar. Quelques personnes douteuses stagnaient devant la porte de celui-ci. Certains me dévisageaient. Ils devaient sans doute se demander pourquoi quelqu'un passait si lentement devant cet établissement, tout en y regardant les murs, comme si je cherchais quelque chose, ou comme si je m'étais perdu, ou cherchais à savoir où j'avais atterri. Je perçus à mon passage un curieux faisceau de bien-être, comme une sensation bienfaitrice qui émanait de l'intérieur, un phénomène que je pris comme un signe. J'avais curieusement senti quelque chose qui m'avait fait perdre la vue l'espace d'une seconde, comme un flash, quelque chose de très bref, mais je ne pouvais pas dire que ce flash était donc quelque chose d'agressif. Ce fut une lumière étonnamment bienfaitrice. J'avais visiblement croisé un flux que je ressentais comme agréable, comme si paradoxalement aux personnes douteuses de ce bar et qui, pour quelqu'un qui connaît bien Marseille, tout semblait indiquer que ces personnes étaient louches, il y avait certainement quelque chose à se reprocher. Donc, à l'inverse d'une personne à l'intérieur, qui, elle, ne dilapidait que du bonheur ou du bien-être, qui de toute façon se démarquait par sa présence différente. Mais je me questionnais tout de même sur ce bien-être paradoxalement à l'enfer qui s'y trouvait. Je n'avais curieusement senti aucun mal-être, alors que pourtant j'étais convaincu, mais pas certain, que la seule personne qui pouvait